Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. J'ai essayé de faire un direct sur YouTube, ça n'a pas marché parce que apparemment il faut l'écran dans l'autre sens et ça c'est pas cool parce que j'ai fait un beau décor et s'il faut l'écran pas allongé ça me plaît pas. Donc pour le moment je vais continuer sur YouTube. Alors aujourd'hui on va continuer dans les Pheasant Tail mais furtives et surtout on va se faire un unboxing en live, chose que j'ai commandé. Donc là ça va vous plaire. En fait j'ai un client qui m'a commandé des boîtes en métal pour ranger le matos. Si vous en voulez, vous me contactez. Il y a tous les visuels disponibles dessus. Et je me commande toujours en plus sur les commandes des clients des petites goodies spécifiques en plus pour moi. On va commencer par ça. Se déballer ces belles boîtes en live. Voir ce qu'il y a dans le sac. Voilà. Donc j'ai juste ouvert en fait les cartons. Alors, est-ce que vous êtes prêts sur la première? Attention. Ouch. Bon, je dois avouer que celle-là, c'est une de mes préférées. Donc, c'est le client qui a commandé celle-là. C'est vrai qu'il l'a vu passer. Elle est magnifique. Donc, en fait, c'est des boîtes métalliques. Vous voyez, ils sont sympas. Ils mettent même un petit truc dessicant dedans. Donc, pour ranger tous les matos à l'atelier, enfin, pour ranger n'importe quoi dans la pêche, elles sont au top. La finition, elle est magnifique. Après, je connais bien les travails de contraste qu'il faut faire pour les fichiers à imprimer là-dessus. Et c'est vrai que c'est un rendu de dingue. Regardez, wow. Grosse truite, je sais pas d'où là, de Patagonie, de la Sorgue, du Verdon. Enfin, des truitasses de dingue. Donc, elles sont vraiment bien ces boîtes-là. Je vous dirai la taille que ça fait. Vraiment, pour ranger du matos, c'est le top. Donc, première boîte de l'unboxing. Donc ça, je l'avais déjà vu, le client a commandé la même. Donc moi j'aime bien me commander des inédits. Voilà. On va faire next. Un petit café. Alors, unboxing suivant. Ah, c'est toujours un régal. Hein. Attention, vous êtes prêts? Je la découvre pour vous. Tada! Oh putain, elle est sublime celle-là aussi. Bon, c'est un modèle que j'avais déjà eu. Il faut dire que le visuel là, on me l'a commandé pas mal de fois parce qu'il est particulièrement sublime. Donc tous les visuels que vous voyez là, ils sont dispo en toile imprimée ou sur les boîtes. C'est vrai que celui-là, j'en ai un peu chié pour le dessiner. J'ai dû vraiment m'appliquer, surtout sur les floutés, les contrastes, les robes de truite. Donc je sais pas, ça pourrait être une grosse fario Islande ou Gave de Laurent, je sais pas, une bête d'Atlantique. Et c'est vrai que ça déglingue, hein, l'impression elle est ouf. Donc c'est top quoi. Pour vraiment ranger du matos à la maison, que vous montiez des mouches ou pas, pour ranger tous les petits matériels de pêche à la mouche, même des soies, des moulinets. Voilà. Donc c'est des super boîtes. Je mettrai ça en ligne bientôt, je vous dirai le prix. Voilà, comme d'habitude, j'ai trop de commandes, mais voilà, si vous me contactez, sinon je peux faire des commandes en ce moment par email. Voilà, si vous choisissez un visuel, vous travaillez sur l'infovolution, j'ai plein de visuels. Donc celle-là est belle aussi, mais c'est encore pas des inédits pour moi. Aujourd'hui, c'est truite arc-en-ciel. Eh oui, c'est week-end d'ouverture, truite arc-en-ciel. C'est comme ça en France, non? Ouverture, truite arc-en-ciel. La blague. Allez, attention, la deuxième. Je vais faire en mode striptease. Non, la troisième. Oh putain, je sais que c'est beau ça. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh la dinguerie. Ouais, celle-là. Celle-là, les amis. Voilà. Ça, c'est genre l'inédite que je me suis commandé en test. Ça c'est ma cam, ça. Ça, c'est ma cam. Vous savez de quelle rivière je me suis inspiré en Nouvelle-Zélande pour dessiner cette truite, cet ensemble de truites et de rivières? En fait, c'est une rivière en Nouvelle-Zélande, je crois que ça s'appelle la Waiau, Waiau, je sais même pas prononcer. Mais en fait, c'est la rivière typique de Nouvelle-Zélande où on voit ces herbiers de dingue là. Si je mettais un peu plus de lumière, je sais pas si ça donne. Ouais, ça a l'air de donner avec un peu plus de lumière. Je regarde la lumière. Et donc du coup, je pars sur une ambiance de rivière, quoi, les rivières de Nouvelle-Zélande, avec de la fougère, avec tout ce qu'on trouve sur ce continent incroyable. Et puis j'imagine des truites qui pourraient vivre là-dedans, voilà, avec des reflets bleutés, des truites de dingue. Donc celle-là, elle vaut des points. Ouais. Ça, j'avoue que il y a des modèles que je préfère que d'autres, et celle-là, elle claque. Et je vous mets des grosses gueules. Salut David, tiens regarde une grosse gueule là. Regarde. C'est celle-là qui va venir manger ta nymphe bientôt, regarde. Salut David.
Bah tiens, Bertrand, il est en Nouvelle-Zélande, je crois. C'est une boîte inspirée de Nouvelle-Zélande, ça. Donc, idée Nouvelle-Zélande. Voilà, je fais un petit unboxing en live. Des boîtes pour ranger tout votre matos. Regardez, paf, paf. Je vous donnerai les dimensions. Voilà. Il nous en reste 2 dans l'unboxing. On continue. Hop. Machine à café, excusez-moi. La suite. Tada! Vous êtes prêts? En mode striptease. Ouais, à l'envers. On va faire bien. Ah, j'ai niqué tous les faits. On y va, unboxing. Oh là 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 là. Ou le modèle Ribnik. Je me suis éclaté sur un modèle Ribnik. J'aime beaucoup quand je vois sur toutes les photos de voyage les gravières de la Ribnik. Et même si beaucoup vont sur Ribnik pour les ombres, il y a une putain de truite de Ribnik. Bon, c'est pas exactement la robe de Ribnik, il y a des variations, mais voilà, ça ce sera le modèle Ribnik. Donc pareil, disponible en toile ou sur les boîtes d'Infévolution. Ça j'aime, hein. Vous voyez, celle d'avant et celle-là, c'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est tellement beau. C'est tellement beau une truite sur une gravière. Donc, elle a une robe simple, mais elle a de la gueule, la truite là. Une grosse totoche avec une robe très peu de points, mais une bonne gueule sur une gravière. Voilà. Hop, j'essaye de vous mettre dans les meilleurs. Voilà. Donc, tiens, Bob Schmitz, pour ranger tes biscuits au Luxembourg. Regarde, hop là. Voilà. Et il en reste plus qu'une sur l'unboxing en live. C'est vrai que c'est beau. Hein. Mais la pression, il faut vraiment jouer sur certains contrastes, certaines tonalités pour que ça rentre bien sur l'impression avec des flous, des déflous, des jeux d'ombre. En fait, il y a tout un boulot de contraste derrière pour vraiment faire ressortir le poisson. Et puis moi, j'aime bien, j'ai des couleurs très pastel en fait, avec une signature de couleur pastel. Donc voilà. Allez, la dernière, vous êtes prêts? Puis après, on va quand même bosser un peu. Parce que... Allez, Bob Schmitz, j'en fais une en live. Attends, je vais essayer de ne pas vous griller l'effet. Comment qu'elle est ici? Ah ouais, ça c'est facile ça. Vous êtes prêts? La DER, on est sur autre chose. Hein. Regarde. Hop. Voilà, bon. Ça c'est un grand classique de Nymph Evolution. C'est des visuels que je vois beaucoup. Hein. C'est de la truite atlantique un peu hybridée, mais c'est vrai que ça fait du beau visuel. En termes de peau de truite, elles sont pas mal aussi. Moi personnellement, je préfère, j'aime bien les trous de skin, mais les Subaquois, c'est quand même des tueries. Et ouais, un peu les profils de truite, ouais, c'est à choisir, quoi. Mais la peau de truite, je trouve, rend un peu moins bien que la grosse truite dans le rectangle. Mais bon, c'est des questions de goût et de couleur. Voilà. Bon, allez. On va monter un peu des mouches. On va arrêter de rigoler. Vous voyez, moi, je suis pas à la pêche. Hein. Je pourrais aller pêcher, mais je suis bloqué à l'étau. Donc, vous voyez, ne soyez jamais monteur de mouches professionnel parce qu'au lieu d'aller à la pêche, bah, vous serez bloqué à l'étau, en fait. Ok, fini le blabla. Petite info pour ceux qui regardent. Le Véron 2.0. Alors là, je vais optimiser la gueule. Toujours pareil, je n'arrive pas à faire le point. Donc, j'ai trouvé des perles encore meilleures. Donc, j'attends que mes perles arrivent du Japon. Et normalement, vendredi, je remets des verrons en ligne. Mais j'en aurai une petite centaine. Donc, ça va partir vite. J'espère, normalement, vendredi matin, vous remettre ça en ligne. Voilà, vous serez prévenus sur Facebook. Voilà, avec du bon marabout. Bon, moi, je vais quand même aller le pêcher cette semaine, ce verron. Hein, je ne vous cache pas. Le yé, il est costaud sur les hannaks. Hein. Tu peux mettre du lourd, là. Voilà. Donc, les verrons, ils reviennent vendredi. Ok. On passe au montage des Fuzzentail furtives. Alors, avant de parler des Fuzzentail furtives, il faut faire un petit rappel de vulgarisation sur le lestage des nymphes. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas la visualisation déjà physico-chimique de la différence entre un lestage en verre, en laiton, en plomb ou en tungstène. Sachant que des gros vicieux comme Nymph Evolution, après j'ai même des nymphes plomb plus tungstène. Alors moi je brûlerai en enfer parce que je pêche lourd. Je pense que c'est méga intéressant. Vous voyez ici j'ai toutes mes billes en verre. De comprendre en fait déjà numériquement sur les densités. C'est tout simple. Il n'y a même pas besoin de comprendre ce que c'est une densité. Mais le verre, il a une densité de 3. Le laiton, il a une densité de 8. Le plomb, il a une densité de 10. Et le tungstène, une densité de 15. Donc en fait, si vous voulez pêcher en nymphe, il faut déjà visualiser ça
théoriquement. Et en fait, je pense qu'il y a 90% des gens qui n'ont jamais fait cette réflexion et qui d'ailleurs sont jamais allés explorer vers les billes en verre. Il y a des copies maintenant qui apparaissent sur le marché parce qu'en fait, lester, c'est bien, mais tu peux aussi faire des mélanges de lestage. Moi, classiquement, dans les eaux compliquées, je vais prendre une nymphe lourde au bout, une céramique, et je vais mettre une toute petite pheasant-tail furtive qui va danser en verre. Parce que quand tu pêches à 2 nymphes, il y a tout un monde où ta sauteuse, en fait, si elle est très légère, elle va beaucoup mieux danser. C'est ça le concept de comprendre ces lestages. Et comme on l'a vu dans les nombreuses heures de parole de moucheur, il n'y a pas de mauvais lestage. Il n'y a que le lestage qui colle à la rivière. Voilà, ça c'est tout ce que je vous ai raconté sur Nymph Evolution. Si tu pêches un putain de bouillon en Suède où c'est de l'eau blanche, que tu es dans le parc national à Abisko entre la Norvège et la Suède et que c'est un bouillon avec de l'eau blanche, tu devras pêcher avec une nymphe de 1 gramme. Et si tu es sur la sorgue à l'étiage et que le moindre plouc fait fuir les poissons, tu pêcheras avec une petite pheasant-tail furtive avec une bille en verre. Voilà, comme ça, une bille en verre de 1 mm, 1,1 mm. Vous voyez, ça c'est mes 6 lestages de billes en verre. Mais du coup, quand tu es dans une catégorie de lestage en verre, ça pèse tellement pas lourd le verre qu'en fait c'est juste des histoires de taille. Donc moi mes pheasant-tail furtives elles sont toutes très légères. C'est pour ça que je vous conseille fortement de retenir juste, et vous le verrez dans l'eau quand ça plonge, les densités. Donc du moins dense au plus dense, donc verre, laiton, plomb, tungstène. Je pense que ça peut vous aider énormément dans vos sélections de mouches pour pas avoir 1 million de modèles. Une fois de plus, il ne faut pas faire des mouches belles, il faut faire des mouches efficaces. Et le verre, les dernières années, vous l'avez vu sur les gamards déjà, mais sur les gamards, l'idée c'est plutôt la translucidité. Alors que sur les pheasant-tail, le verre, ce qui est intéressant, c'est la légèreté. Je vous garantis qu'une pheasant-tail furtive avec une bille en verre en sauteuse, là où la plupart des gens vont mettre une bille en laiton en sauteuse pour être léger. Alors, on peut aussi pêcher avec des nymphes sans bille, mais une fois de plus, sur les pêches de courant, ce serait dommage de se priver de la bille, parce que la bille a un réel effet en fait de déclenchement, puisque les éphémères prennent une bille. Donc moi, j'ai voulu garder les billes, mais être très léger. Donc le verre, densité de 3. Donc vous vous rendez compte que du verre, c'est quasiment 3 fois moins lourd que du laiton. Et le laiton, densité 8, le plomb, densité 10, c'est quand même, le laiton, ça leste quand même pas mal. Étonnamment, on dit, faut pêcher laiton, c'est moins lourd que le tungstène. Ouais, c'est moitié plus lourd que du tungstène, du laiton, mais ça leste quand même pas mal, quoi. Si vous pêchez à vue en conditions compliquées, une bille laiton sur un étiage en France, dans une flaque d'eau, une bille laiton, ça ploppe, quoi. Même 2 mm. Alors que des billes en verre, t'es 3 fois moins lourd que du laiton. Donc on va reprendre les blablas habituels. Qu'est-ce que je vais me faire? Donc j'ai ma collection ici avec les pheasant-tail furtive PTF1, c'est toujours des abréviations comme ça, PTF1, PTF2, PTF3, PTF4, PTF5, PTF6. Alors je vous cache pas que les grosses pheasant-tail en taille 12 avec une bille en verre légère, c'est ce que je vends le moins quand même, parce que les gens, ce qu'ils recherchent dans les pheasant-tail furtives, c'est comme son nom l'indique, la furtivité, donc des très légères. Et les tout petites en taille 22, j'en vends pas énormément non plus. Mais des petites pheasant-tail en taille 22, ça peut vous sortir le cul du fossé dans des pêches d'été compliquées. Excusez-moi. Ou en réservoir sur des poissons intordables. Donc on va se faire, alors, hameçon de 22, hameçon de 20, hameçon de 18, hameçon de 16, hameçon de 14, hameçon de 12. Je connais ma gamme par cœur. Donc 22, 20, 18, 16, 14, 12. On va se faire de la PTF4, donc la 4e de la gamme, en hameçon de 16. Voilà. Et comme d'habitude, sur tout ce que je vous ai expliqué dans le précédent épisode de Pheasant-tail, qui a été interrompu par mon fiston qui s'est réveillé. Attendez, 22, 20, 18, 16. Parce que là, il ne faut pas se tromper. Là, c'est de la précision chirurgicale. Eh ben, c'est la même chose sur les Pheasant-tail furtives que sur les Pheasant-tail classiques. Sauf que là, on n'est pas en lestage tungstène, on est en lestage de verre. Les billes en verre sont très très solides. De toute façon, mes nymphes sont garanties 2 ans. Mais la nuance, c'est que on va affiner le cerclage à un truc de fou. Attendez, je vais essayer de vous montrer du coup, parce que là, c'est intéressant. Donc, si vous suivez les épisodes des lives, avant, je vous ai parlé des Pheasant-tail classiques. On était sur un fil de cuivre en 0,16, donc des nymphes de courant assez passe-partout, les séries PC et PO, 0,16. Et là, on passe sur
un fil très discret en 0,1 sur mes Faisantail furtives. Parce que Faisantail furtives, elles sont faites pour être furtives, donc on calme tout. On calme le dubbing, on calme le fil de cuivre, voilà. Donc on va faire des Faisantail avec un cerclage en fil de cuivre 0,1. Celui-là, je vous le laisserai le trouver tout seul, hein. Ça se trouve, il est très très bon, parce qu'il se noie un peu dans la Faisantail. Et en termes de dubbing, eh ben, allez, je vais prendre des vrais pincés pour vous montrer. Allez, je fais le fou là. En termes de dubbing, vous avez vu, j'ai trouvé mon objectif, comme je suis fort. Sur les Faisantail de courant, on était sur du spectra dubbing, hein, un peu iridescent, fluorescent, enfin pas fluorescent, un peu iridescent, un peu brillant. Mais comme les Faisantail furtives sont faites pour être discrètes, bah on va passer simplement, vous voyez, on le voit beaucoup moins, du dubbing gris, synthétique, qui est beaucoup moins brillant. Alors là, il a la lumière en plein dans la gueule, il y a des petites brillances, mais voilà, si je présente, je ne sais pas si on arrive à voir les deux, bon, c'est dur à voir la caméra. Donc du coup, dubbing gris, tranquillou bilou. Et je vous cache pas que comme d'habitude, le diable se cache dans les détails. Et sur mes Faisantail furtives, bah, je me suis gratté la tête sur le dubbing, sur quel dubbing j'allais mettre. Parce qu'en fait, la binoire, c'est à peu près une évidence. En termes de discrétion, bah, le faisant, c'est le faisant. Le cerclage, il était affiné. Mais sur le dubbing pour des Faisantail furtives, pour des pêches compliquées sur la Touve, sur la Sorgue, sur la Rybnik, sur la Pliva, sur la Riverdin, sur tous les endroits compliqués, hein. Même aux USA, des fois, il faut vraiment des nymphes très discrètes sur les plus beaux poissons, c'est toujours pareil. Et le dubbing, en fait, le corps de la Faisantail brun, la tête noire, et je me suis dit, bon, je vais mettre un dubbing olive ou un dubbing brun, mais ça collait pas. Et quand j'ai placé le dubbing gris, donc vous verrez les Faisantail furtives sur mon site, bah, le dubbing gris, c'est une tuerie, je sais pas, ça fait vraiment un alliage de couleurs de folie. Donc voilà, je vais monter tout en discutant. Donc je place ma perle, hop. Et puis on reprend toujours les mêmes choses autistiques, quoi. Faut être un autiste, c'est-à-dire tu te places à l'étau, là, puis tu pars pour une série. Donc là, sur la première série, je vérifie que mon Damfly, il est bien aligné, tout bien. Là, il est un peu tendu, je le détends un peu. Voilà. Je pourrais, on verra pas beaucoup plus, mais je pourrais vous aider. Allez, je vais être sympa. On va faire le bâtard, on va viser ma grosse truc là. Voilà, mais je zoomerai jamais à fond, rien qu'avec mes explications orales, vous pouvez vous débrouiller. Donc toujours pareil, mon faisan écossais super bien sélectionné, vous voyez, dans ma régularité. Alors ça, c'est pas la, vous voyez, ça c'est déjà pas, c'est bon comme plume, mais c'est pas excellent. Là, c'est une plume plutôt excellente, vous voyez, qui est bien conservée. Voilà, donc on est en termes de régularité sur les couleurs. Et puis on y va comme d'habitude. Donc attendez, je vais me préparer. Je vais me mettre bien. Voilà. Tac, tac, tac. 22, 20, 18, 16. Voilà. Et puis toujours la même histoire. Cet excellent fil. Voilà. Toujours l'ancrage, ce que je vous ai répété dans la série sur les Faisantail, hyper important. Voilà. Bon, par contre, il y a quelque chose qui ne me plaît pas là. Ah oui, j'ai mal. Ouais, ben, vous voyez, c'est le gamin qui a joué avec mon étau. Donc bilan. Et c'est pas vos enfants jouer avec un Damfly, les gars. Il m'a tout cassé mon étau. Je dois tout régler. Voilà. Encore un petit peu plus desserré. Et voilà. Donc c'est toujours pareil. Le nœud d'ancrage, en fait, ma recette de Faisantail, elle est simple, mais il faut vraiment bien l'exécuter. Et je mets la même quantité de fibres en fait sur ma Faisantail furtive, hein, toujours entre 7 et 10 barbules. Mais voilà, la longueur des cercles, c'est quand même très important. Je vois souvent passer, parce que quand je me trimballe au bord de l'eau, j'aime bien regarder les boîtes des gens, ce qu'ils ont. Hein. J'observe, je dis aux gens de me montrer en fait leur boîte. Et souvent, en fait, la grosse erreur des mouches premier prix faites par des esclaves au Kenya. D'ailleurs, je ne suis même pas sarcastique, mais j'en profite que j'ai le temps de vous expliquer pourquoi je dis que c'est fait par des esclaves au Kenya, parce que c'est quand même des républiques bananières, désolé d'insister là-dessus. Mais sur l'exemple du Kenya, qui est le hotspot du montage de mouches,
c'est vraiment fait par des gens qui sont payés une misère. Enfin, c'est vraiment pas de la mouche éthique. Donc, moi, je supporte pas ça du tout. Franchement, il y a au moins des choses plus raisonnées dans les pays de l'Est. Je veux dire, en Pologne ou en République tchèque. Je comprends que tout le monde n'a pas le budget pour acheter des mouches de pêche françaises, mais essayez au moins de donner dans quelque chose, au moins quelque chose en Pologne ou en République tchèque, mais n'allez pas acheter au Kenya parce que vraiment, c'est vraiment faire travailler des gens qui sont dans la misère dans des ateliers. Hein. Des fois, il y a des guerres civiles et il y a des mecs qui se mettent des coups de machette. Donc voilà, essayez au moins d'adapter. Vous trouverez en Pologne ou en Roumanie des mouches vraiment à un prix modique qui au moins fera moins de misère sociale qu'au Kenya, quoi, si vous voulez pêcher éthique, entre guillemets. Et je le répète, je conçois que tout le monde n'a pas le budget pour se payer une mouche française, quoi. Vive la mondialisation. Donc je voulais en venir que sur les mouches premier prix du Kenya qui sont faites par des esclaves, bah bien souvent les cerques, elles sont 2 fois trop longues, quoi. Donc en fait, avec des cercles 2 fois trop longues, bah déjà ça imite mal. Et puis tu vas louper tous tes poissons. Voilà, hop. Vous voulez que je vous refasse les étapes pour ceux qui chopent le live en cours? Salut Guillaume Samu, je vois plein de noms passer. Je voulais faire le live sur YouTube, mais j'y suis pas arrivé. Donc tôt ou tard, je le ferai sur YouTube. Donc je place ma petite perle. Il faut bien placer l'hameçon au plus extrême que tu aies plein de place en fait sur l'hameçon. Il faut vraiment un max de place. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'essaye de calculer pour quand tu as un bon fil, combien tu fais de tours pour attacher. Je prépare mon petit fil de cuivre. Voilà. Toujours entre 7 et 10 barbules bien alignées. Et c'est important qu'elles soient vraiment... Ça, c'est très important parce que c'est du détail, mais ça pêchera pareil si elles sont désalignées. Mais c'est quand même beau quand tu as une série, un bataillon de mouches, quand elles sont vraiment... que c'est monté de manière chirurgicale, ça a de la gueule. Voilà, il faut attacher à pile poil à la courbure, ça c'est le plus dur, hein, les 3 tours que je viens de faire. Je place mon fil de cuivre, voilà. Et je mets du fil de cuivre sur toute la hampe, rappelez-vous, pour solidifier. Voilà, j'empacte tout. Là j'ai vu une petite barbule de trop, je la coupe, hop. Toujours les ciseaux là sous la main, pour des pheasant tail, pas besoin de ciseaux compliqués. Et là c'est le plus dur, mais ce que je préfère faire, tu enroules proprement, hop. Avec pour objectif de lui donner une légère conicité. Voilà. Ça sert à rien de faire un pétard à la Bob Marley, un espèce de triangle énorme. C'est juste une légère conicité. Voilà, vous voyez. Puis je laisse juste reposer le fil comme ça. La tension, elle reste là. Salut Baptiste Balou. Et pour enrouler le cuivre, je fais toujours un premier passage à la main derrière pour bien le positionner puis bien le bloquer. Et puis après, c'est un jeu, voilà. C'est un jeu à 2 mains, voilà, mais d'enrouler, c'est un régal, quoi. Quand tu vois les enroulements de cuivre qui se font, c'est un régal, voilà. Donc là, on est sur du fil de cuivre 0,1 qui pètera plus facilement sur les dents des grosses truites que du 0,16, mais on a plus de discrétion. Voilà, j'ai mon petit porte de Bing ici, hop, je prends ma petite pincée de Bing. Alors, sur les pheasant tail furtives, il en faut très peu, quoi. Et je fais ma petite colonne de dubbing, et puis tu lui fais vraiment une cravate, voilà, comme ça, une belle petite cravate qui va tenir. Et comme mon fil il est très fin, je vais le placer derrière la bille. Et le nœud de finition, c'est une clé. Ouais, j'ai des peaux mortes sur les mains, donc ça va pas. Une clé, 2 clés. Et là, en fait, c'est toute la recette magique du chef. Salut Jean-Vin. Ah, je bois pas une bonne bière, c'est dommage en pensant à toi, là, avec toutes ces bonnes bières belges. J'espère qu'on va pêcher ensemble cette année et que tu vas te rétablir, Jean-Vin. Ça me fait plaisir que tu sois là. Donc le nœud de finition, je l'ai bien expliqué dans l'épisode d'avant sur la pheasant tail, hein, j'ai arraché les taux, tout le truc, voilà. Le fil est tellement solide que je suis obligé de tenir la nymphe. Et ce fil-là, si vous lui apposez une pression continue, grossissante, il ne pètera pas en fait, vous allez vous couper les doigts. Il faut vraiment faire péter les fibres d'un coup, c'est-à-dire 1, 2, 3, paf. Et quand tu lui mets un coup sec dans la tête et que tu tiens la nymphe, c'est bon. Alors, des fois, il y a des petites erreurs. Et là, elle est bien faite, mais il reste un bout de fil qui sort. Donc voilà, hop. Une petite cramotte pour rattraper. Et le secret, c'est comme tu connais bien ton fil, qu'il est ultra puissant et qu'il va se glisser derrière la perle, et ben, il y a une solidité à toute épreuve, mais aussi parce que j'ai empaqueté tous les matériaux et il y a une forme de pression où en fait le dubbing va appuyer sur la bille et ça va se tenir tout seul, un peu dans la même idée qu'une clé de voûte si vous voulez.
Donc on repart. Faisantail furtive. Hameçon droit numéro 16 sans ardillon. J'ai toute une vidéo sur les hameçons d'infévolution. Voilà, notamment le haut de gamme de Tiemco qui est de la folie. Je réfléchis fortement à faire ma gamme de Faisantail sur des Tiemco 100. Merde, c'est 100 tout court. Les hameçons droits Tiemco, je sais plus, 100. Ouais, c'est du Tiemco 100. Parce qu'apparemment les Tiemco 100 sont excellents. Mais je vais voir. Je vais peut-être monter des Faisantail sur du Tiemco aussi dans une gamme parallèle. Mais bon, pas sûr. Voilà. Donc toujours pareil, quand tu as du faisan excellent qui vient d'Écosse, qui a été sélectionné avec la régularité, bah en fait t'enchaînes quoi. Tu chopes les 7 barbules parfaitement. Entre 7 et 10. Hein. Voilà. Là c'est vraiment un choix parce que quand ton faisan il est trop chargé, les cercles, bah, la lumière passera mal. Et s'il n'est pas chargé, bah, quand tu perds une ou deux cercles, après il reste plus de cercles quoi. Donc comme j'avais dit, les cercles c'est pas forcément essentiel, mais faut vraiment charger correctement le faisan. Faut vraiment avoir vu des éphémères dans la rivière. Faut avoir fréquenté une rivière pour savoir faire quelque chose qui ressemble à un éphémère. C'est pour ça que les mouches montées par des esclaves en Thaïlande ou au Kenya, ça me dérange parce que quelqu'un qui passe pas du temps au bord de la rivière et qui fait des mouches, pour moi en fait c'est un très mauvais alignement. Quoi. Pas mes yeux quand même. Je vais vous mettre. Donc c'est pour ça qu'un bon monteur de mouches doit passer du temps au bord de la rivière. Alors, ne doit pas être forcément un excellent pêcheur, parce que moi je suis pas un excellent pêcheur, mais je sais très bien à quoi ressemble une éphémère, un gamard, et je connais mes lestages, comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui arrivent en cours de session, surtout les lestages à connaître théoriquement, c'est verre, laiton, plomb, tungstène, avec des densités de 3, 8, 10, 15. Voilà. C'est là qu'on voit que le tungstène, c'est pas si éloigné que ça du plomb quand même. Sachant que c'est le matériau le plus lourd de la Terre. Pour le moment, on n'a pas encore réussi à trouver, je crois, des produits techniques plus lourds que du tungstène. Voilà. Je coupe mon petit fil de cuivre. Je prends mon petit dubbing synthétique, toute petite pincée. Je fais juste une petite collerette. Bam, bam, bam. Et voilà, comme mon fil est très fin, il passe derrière la bille. Une clé, deux clés. Et là, je le sens là. Je le sens... C'est ça l'expérience que j'ai mis des années à développer, parce que je sens en fait qu'il va se foutre derrière la bille, et d'un coup, paf, voilà. Et tu pètes, et tout est rentré dedans. Tu la fais un peu belle, tu la brosses, et puis tu passes à la suivante. Alors, ces Faisantail furtives, comment je vais les pêcher? Déjà, moi, en pêche à vue, j'aime pas les pêches trop compliquées, je suis un peu une feignasse, donc j'aime beaucoup pêcher avec des Faisantail orange pot. Pour vous dire, dès que je peux, je pêche avec des Faisantail orange pot tungstène. J'aime pas non plus pêcher les poissons dans des flaques d'eau. Voilà, clairement, je me cache pas. Moi, quand la pêche est facile, ça me va. J'aime pas être acculé à mes limites. Mais effectivement, quand les poissons sont clairement sur des petits baetis en nymphe à vue, une petite Faisantail furtive en taille 20, 18 ou 16. 20, ça va encore, parce que moi, mes hameçons, ils taillent pas petit. Donc, petite Faisantail furtive en taille 20, disons sur des ombres compliquées, sur les gravières ou alors sur une truite en poste. En saison, tu vois des petits baetis qui passent, une Faisantail furtive, ça fera le job s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais comme ça coule pas vite, les Faisantail furtives à vue, c'est vraiment dans des endroits où il y a quasiment pas de courant, quoi, parce que les billes en verre, ça coule très lentement, quoi. Et bien souvent en rivière, il faut lester, quoi. Donc voilà. Et les plus grosses de la famille des Faisantail furtives, donc par exemple les 5 et 6 sur hameçon 14 et 12, bah moi j'aime bien les pêcher en potence dans les eaux d'étiage, mais profondes et compliquées. Dans les eaux claires d'étiage, par exemple, quelque chose comme sur la Sorgue ou sur la Touve ou la rivière d'Ain, bah, si vous pêchez des gros trous en infophile quand l'eau est très claire en été et les poissons ils sont déjà bien astiqués, bah, une assez grosse Faisantail furtive dans les courants rapides avec des poissons éduqués, bah, c'est pas mal quand même parce que c'est discret. Mais bon, dans des courants très agités, pêcher avec des nymphes en taille 20, en fait, il y a aussi un atout visibilité, quoi. Parce que bon, moi je pêche toujours à 2 nymphes, donc j'ai toujours le trichoptère qui emmène l'éphémère. Mais moi j'aime bien, en général, je pêche plutôt trop gros que trop petit. Et surtout en infophile, dans les bouillons, je pense qu'il faut vraiment envoyer de la grosse taille. Sinon, je sais que cet hiver, j'ai un client qui a été en Nouvelle-Zélande
et que ça a bien marché, ces grosses Fuzentail légères. Donc les PTF6 en taille 12, hein. Ça fait une bonne petite Fuzentail, mais on peut faire encore plus gros. Et en Nouvelle-Zélande, il a bien cartonné avec ces grosses Fuzentail légères. Oui, j'ai encore un petit fil qui traîne. Voilà, hop. C'est tout beau ça, avec un petit dubbing gris. Bon, c'est trop léger pour pêcher en ce moment. Moi, je vais à la pêche demain, les rivières sont fortes. Les Fuzentail furtives, c'est pas pour le moment. C'est quand les rivières seront plus en place. Voilà, donc je vous ai fait assez de blabla là-dessus, je pense, sur les Fuzentail. Je vous ai présenté quoi, les Fuzentail, les Vairons, les nymphes UV. Je pense que je vous ai tout dit sur les Fuzentail. Je voulais vous dire un truc tant que je suis en live. Comme ça restera dans les annales. Dans le Grand Est, là, donc, je discute souvent avec plein de copains à propos de pêche, donc je peux vous donner des infos. Il se trouve que le cormoran, en fait, serait, quand on recoupe toutes les infos, sur le problème polyfactoriel de la pêche en France, le cormoran, ce serait le premier problème qui pèse le plus, en fait. Parmi tous les problèmes de sécheresse, de pollution, de législation, je ne sais pas quoi. En fait, en discutant avec les copains, on s'est rendu compte que moi, quand je recroise des avis, s'il y a quelque chose à faire d'urgence, c'est les cormorans. Et sauf que nous, en tant que pêcheurs, on n'a pas défendu notre beefsteak, donc c'est notre faute. Et je me mets dedans. On n'est pas monté au créneau contre les gens qui ne voient que les oiseaux. En gros, hein, les écolos, comme on dit souvent. Un moucheur qui insulte un écolo, c'est rigolo. Mais du coup, là, on est sur le top problème numéro 1 rouge qui clignote en France. Enfin, je parle pour chez nous, hein, dans le Grand Est, c'est le cormoran. Et je disais ça parce que je discutais avec quelqu'un qui allait en Espagne et qui me racontait qu'en Espagne, ils ont une gestion du cormoran exemplaire. Et en fait, chez nous, c'est tout l'inverse. Donc voilà. La France, on est toujours les enfants pauvres de la pêche, comme d'habitude. Et on voit bien que toutes les réglementations deviennent de plus en plus tournées vers le no-kill, vers le moins d'ardillon, vers le respect du poisson. Hein. On voit tous les règlements intérieurs qui évoluent. Et plus les règlements intérieurs évoluent vers le respect du poisson, moins il y a de poissons. Ça veut dire qu'il y a des facteurs plus importants, comme le manque d'eau ou les cormorans, qui pèsent là-dessus. Parce qu'il y a de plus en plus de rivières qui passent en no-kill. Exemple, la Loue depuis des années. Alors la Loue, c'est moins un problème de cormoran. Mais nous, dans le Grand Est, par exemple, la vallée de la Moselle, c'est dévasté par les cormorans. C'est dévasté, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et le nouveau truc, c'est qu'ils s'habituent de plus en plus, les cormorans, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait 50 ans qu'ils sont installés ici parce qu'il n'y a plus de poissons en mer du Nord. Et il se trouverait qu'ils vont de plus en plus bouffer dans les rivières citadines, alors qu'avant, ils n'aimaient pas trop le contact humain. Mais non, ils font un peu comme les animaux urbains, les coyotes, les renards, qui se rapprochent de plus en plus des villes pour trouver de la bouffe. Voilà, ils fréquentent de plus en plus les humains sur les parcours urbains pour piller les rivières. Donc voilà, je fais l'autocritique tout de suite. On va me dire, oui, toi tu parles de la mauvaise gestion des cormorans, mais tu t'investis pas pour ça. C'est toujours pareil, moi je le mets dans le pactage où je paye quelque chose pour du loisir pêche bien cher, c'est-à-dire 100 € par an. Et il doit aussi y avoir des sous là-dessus utilisés pour la gestion des cormorans. Mais bon, je ne rentrerai pas dans le débat puisque je l'ai déjà dit maintes fois, je ne pense pas que le système associatif soit adapté à 2024. Et donc, c'est un dialogue de sourds. Si dans les 100 € que je donne pour ma carte de pêche, il n'y a rien qui est utilisé pour réguler le cormoran, le système marche sur la tête et on mange les miettes du gâteau. Et Dieu sait que je veux même manger les miettes du gâteau en allant pêcher les barbeaux. Mais les cormorans, ils leur règlent même leurs problèmes, même aux barbeaux. Donc, ça commence à être tendu. Donc, il faut aller pêcher dans les villes, là où il y a des voitures, machin, c'est blindé de truites. Dès que vous prenez un endroit urbain avec des humains, dans les zones industrielles françaises, là, c'est parfait. Là. Vous allez près d'un Cultura, près d'un Leclerc, près d'un boulanger, près d'une pataterie. S'il y a une rivière là avec plein de Français concentrés qui passent leur vie dans les zones industrielles, vous avez des poissons là. Essayez, vous verrez. Je rigolais parce que un copain... ils s'étaient arrêtés sur une rivière pour manger au McDo. Ils étaient repassés en ville, donc on aime bien tous être dans le sauvage. Hein.
Et donc, ils cherchaient des jolis coins où il y avait plein de truites et tout, machin. Ils repartent dans le sauvage, ils font la route et son copain lui dit « Mais non, fallait aller au pied du McDo pêcher. » Donc voilà le genre de blague cynique auquel on est en France en 2024. En fait, il faut aller pêcher au pied des McDo. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'humains et les cormorans ne viennent pas là. Donc, de toute façon, Daniel Rojon l'a déjà dit depuis de nombreuses années que le cormoran, c'est le problème numéro 1. Et comme d'habitude, il n'y a que des gens comme moi qui parlent, qui payent et qui font rien. Et qui s'insurgent que sur 100 € de carte de pêche. Alors, peut-être comme d'habitude, je suis ignorant et je ne me suis pas renseigné sur mes 100 € annuels de carte de pêche. Il y en a combien qui vont à la régulation des cormorans? Mais j'ai tellement pas envie de réfléchir à ça. J'ai juste envie de payer et de profiter du loisir pêche qu'à un moment, ça me glande. Parce que, comme d'habitude, on paye une carte de pêche. Il faut se soucier de tout. Donc, en fait, on se demande pourquoi on paye, quoi, au final. Donc, on se regroupe tous dans les endroits où il reste des poissons. Là, on en revient à la discussion de l'autre fois. Donc, le cormoran est redevenu pour sûr l'ennemi numéro 1 en 2024. Peut-être même au-delà des sécheresses. Faut imaginer ce que ça bouffe un cormoran. Donc voilà, c'était le petit point sur le cormoran. Et puis quoi vous dire d'autre pendant ce live? Bah écoutez, pas grand chose. Des faisantailles furtives. Et puis voilà, un joli petit cerclage. Et puis non, c'était principalement un live pour faire l'unboxing des boîtes. Je peux vous dire que je réfléchis à des mouches à aspe, parce que c'est pareil, c'est un poisson d'avenir. Donc, il y a l'aspe qui est en train de monter en France, la pêche de l'aspe sur la Moselle, sur la Saône, sur la Loire. Donc, c'est aussi un joli poisson d'avenir, on en reparle dans 5 ans. Et à la mouche, c'est très difficile, mais il y a quand même des méthodes de faire des aspes. Donc, c'est un poisson qui m'intéresse pour faire des mouches à aspe. Voilà, je vous donne un peu mes idées du moment. Je voulais remercier aussi tous ceux qui ont financé la vidéo de Cédric Nolin. Le financement est encore ouvert. Maintenant, on est à 800 € sur 2000. Donc, je compte sur vous pour qu'on arrive aux 2000 € pour tourner une super vidéo. Et la chance qu'on a cette année, c'est que même s'il pleut plus, bah, au 19 mai, on trouvera une rivière où ce ne sera pas encore en sécheresse. Donc, à moins qu'il fasse 35 degrés pendant 2 mois. Mais au 19 mai, pour tourner la vidéo avec Cédric, eh ben, normalement, les niveaux seront bons, sauf sécheresse exceptionnelle. Donc, vous pouvez y aller pour le financement. C'est une vidéo qui est réalisée avec 2 caméramans, avec une société de production qui s'appelle Elixir des Frères Lunaires. Donc, je demande 2000 € pour leurs prestations, hein, toutes taxes comprises, pour payer les caméramans. Et à l'heure actuelle, on est à 800 € sur 2000. Voilà. C'est pour produire une vraie pêche en France, sur le territoire français, avec un choix de rivière qui est fait le jour d'avant la pêche sur Vigicru, en fait. Comme ça, on pêche en vraies conditions. C'est pas comme sur Seasons ou ailleurs où il y a 15 jours de montage pour choisir les meilleurs rushs. C'est de la vraie pêche comme vous faites vous et moi, de la pêche de terroir. Et donc le 19 mai, on va se pointer avec Cédric Nolin sur une rivière à la française, en 10 heures de tournage, et on va faire de la pêche comme vous faites comme vous et moi, de la vraie de vraie, avec pas 15 jours de tournage. Et Cédric, je vais le mettre au challenge sur 10 heures de pêche, filmé par 2 caméramans, financé par vous et votre passion. Voilà. Et le bon petit truc que je vous donne là, c'est que vous en aurez 2 pour le prix d'un, et Florian Boucaud va venir aussi sur la vidéo. Donc, Florian Boucaud, je pense qu'il est presque aussi bon que Cédric. Donc Florian Boucaud, guide de pêche en Côte d'Or. Je mettrai les liens quelque part. Je dois le présenter bientôt pour l'aider à développer son entreprise, mais il n'a pas trop besoin de moi parce que c'est vraiment un excellent pêcheur, très didactique. Florian Boucaud, vous l'avez vu dans Parole de moucheur numéro 1. Et donc il viendra tourner avec Cédric le 19 mai. Il a bloqué sa date. Donc normalement, ça va être une excellente vidéo. Et Cédric et Florian, ils ont des profils de nympheurs un peu complémentaires. Cédric, il est un peu bourrin, excité. Et Florian, il est beaucoup plus posé. Donc vraiment, vous allez vous régaler. Donc allez-y, si vous voulez ajouter 5, 10, 20 ou 50 € à la cagnotte pour le tournage de cette vidéo. Et puis on essaiera d'en faire une par an. Mais avec Florian Boucaud et Cédric Nolin. Donc n'hésitez pas à contacter Florian Boucaud pour des guidages de pêche.
Il peut vous guider toute la région Grand Est, sur les Balkans, sur l'Espagne, sur le Léon particulièrement. Donc, excellent guide de pêche Florian Boucaud. Je vais en faire la pub bientôt parce que j'ai beaucoup de clients qui me demandent. Et moi, je suis pas bon comme eux pour faire guide de pêche. Donc, Florian Boucaud, excellent guide de pêche qui sera en vidéo. Autre chose que je vais faire, je vais créer sur mon site une section des artisans de la mouche parce que j'ai en préparation en fait 3-4 entrepreneurs que je veux promouvoir, mais je ne veux pas les mettre sur mon site en fait. Par confiance, je vais vous envoyer vers eux comme je fais avec les cannes pour que vous achetiez directement chez eux. Et donc j'ai un ébéniste qui est fabricant d'épuisettes qui sont exceptionnelles et qui s'appelle David. Donc, c'est vraiment les épuisettes les plus belles et les plus légères du marché. Donc ça, vous verrez par vous-même parce que son épuisette, elle fait 215 grammes avec du cèdre rouge. Je ne sais pas quoi, je vous présenterai tout ça, mais ces épuisettes, elles sont au top. Donc, je veux conseiller à mes clients, à ma communauté d'aller acheter des épuisettes chez David, qui est ébéniste en Côte d'Or. Il fait un travail fantastique. Enfin, vraiment, il a tout compris sur la légèreté de l'épuisette en bois parce que toutes les épuisettes en bois du marché sont trop lourds. Donc, je vous présenterai ça. Je vais faire une section des artisans de la mouche. Et maintenant, j'ai 2 monteurs de cannes en France qui vendent mes cannes. Donc, j'ai JC que vous connaissez depuis des années. Et j'ai intégré un nouveau vendeur dans le sud de la France qui s'appelle les Cannes de la Durance. Et je vais présenter tout ça sur mon site, en fait. Donc, j'aurai déjà 2 gars qui vendent les cannes d'Infévolution et un autre artisan qui fait des épuisettes en bois. Et je vais commencer une rubrique, en fait, les artisans de la mouche, pour promouvoir des entrepreneurs qui se donnent du mal en France, qui font des bons produits, et puis essayer de leur amener des clients via mon site. Mais vous dealez directement avec eux, quoi. C'est pas besoin de m'appeler pour que je vous conseille une canne. Vous appelez l'artisan que je vous conseille et vous voyez avec lui. Voilà. Et sur les cannes d'Infévolution, effectivement, ma signature de canne, c'est blanc non verni, bien souvent des 11 pieds, soit 3 ou soit 6, pour pêcher en infophile ou à vue. Mais ces artisans-là que je vous ai sélectionnés, ils peuvent aussi vous faire ce que vous voulez, si vous voulez une 9, 10 pieds, ce que vous voulez. À vous de discuter avec eux. Donc je vais bientôt mettre ça en ligne. Je ne vous cache pas que comme d'habitude, je préfère passer du temps à l'atelier que derrière l'ordinateur. Et voilà. Sinon, sur les nouveautés, c'est à peu près ça. Je vais partir en vacances de pêche fin mars. Donc, je fermerai la boutique pendant 5-6 jours, je pense. Parce qu'il faut quand même que j'aille pêcher un peu. Et puis voilà, ça va être une belle saison. Il y a plein d'eau. Apparemment, il y avait plein de monde au bord de l'eau pour cette ouverture. Et puis voilà, je continue mes Pheasant Tail furtives. Donc j'en profite encore pour refaire de la pub pour le Damfly. Hein. Regardez, comme ça tourne bien. Regardez comme c'est magnifique. C'est un régal, un Damfly. Je vous conseille fortement le Damfly, celui-là, le premium en noir. Il est vraiment top. C'est d'une stabilité de folie. Les morts, je vous le redis, c'est quand même pour des mouches pas minuscules. Voilà, au plus bas, moi je monte sur du 20, du 22. Mais c'est vraiment les taux des mouches qui pêchent. En fait, si vous pêchez entre la taille 20 et la taille 6, le Damfly, il est fait pour vous. Et hop, et on enchaîne. Et tu fais ça 100, 200, 300 fois par jour, jusqu'à en vomir, les dimanches, les samedis. Voilà. Moi, je devrais être à la pêche, là, mais non. Qu'est-ce que je fais? Je monte des mouches. Punition. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout. Je vais vous laisser sur ce live, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à raconter. Je vais peut-être repasser une dernière fois les boîtes pour vous les montrer avant de les mettre en ligne. Et puis, si je voulais remercier toutes les personnes qui achètent récemment des tableaux, des toiles. Donc, ça me fait super plaisir, en fait, de savoir quand tu dessines des trucs et que tu es passionné de pêche à la mouche, quand quelqu'un te commande une toile pour décorer son intérieur, ça, c'est vraiment un grand plaisir. Parce que quand j'ai des commandes de tableaux, ça me fait super plaisir. Donc, ce sont des toiles imprimées en 60 par 40 cm avec tous les visuels que vous voyez en Infovolution. Les truites subaquatiques, les grosses gueules de truites. Voilà. Je peux vous faire en fait tous mes visuels sous forme de tableau ou de boîte à mouches. Vous pouvez me faire un email en privé si vous avez vu un visuel qui vous plaît. Ça, c'est mon grand plaisir de créer des goodies autour de la pêche à la mouche. Allez. On va torcher celle-là et je vais vous laisser parce que je dois quand même aller à la poste.
pour poster les commandes du jour. Voilà. Un petit cerclage. Hop. Un petit dubbing. Et puis voilà, tu répètes juste ça 10 000 fois dans l'année. Tu fais 10 000 mouches comme ça. Tu casses ta vue, tu te casses le dos, tu es sédentaire. C'est ça le métier de monteur. Tu payes tes taxes, tu payes tes timbres. Et puis après, il te reste ta liberté et ton bonheur. Voilà le métier de monteur de mouche en 2024. Je vais cramer un peu. Voilà. Sinon, j'ai mon petit verron que je vais me tester demain. Regardez ça dans l'eau. Regardez la mobilité. C'est bien chargé en marabout. Hein. C'est des plumes grasses. Il y a une plume et demie. Parce que si tu ne charges pas assez en marabout, ça fait vraiment fantomatique, quoi. Donc, est-ce que j'y arriverai à... Ah, on voit mal, c'est flou. Hein. Bon, en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est le duvet sur le corps. Voilà, quand les truites, elles croquent là-dedans, c'est un peu mou. Donc, elles recrachent moins. Allez, je vous montre les plus belles boîtes. C'était l'unboxing du jour. Ah, je sais, honnêtement... Ouais, non, je sais, c'est laquelle ma préférée. Entre celle-là et celle-là, je dois avouer que celle-là, excusez-moi l'expression, mais elle casse des culs, quoi. Elle est magnifique, cette boîte. Il y a un rendu, cette truite est magnifique. Cette rivière est magnifique. Celle-là est vraiment pas mal, mais celle-là, je l'aime. Bon, allez, je vais aller poster la commande de ce monsieur. Je vous repasse les dernières boîtes parce que il attend sa commande en cours quand même. Il s'est commandé 3 belles boîtes pour ranger son matos. Voilà, c'était l'unboxing du jour. Ah, celle-là est terrible aussi. Hein. Ça, si vous voulez une boîte à mouches avec celle-là, vous m'appelez, je vous la mets dessus. Celle-là est sublime. Voilà. Et voilà, comme ça, je vous ai fait l'unboxing. Allez, j'enlève ma petite Fuzz & Tail. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Pas grand-chose de plus à dire. Voilà, je reviens la prochaine fois, peut-être avec un nouveau modèle. Merci à vous tous. Voilà, les commandes sont envoyées en suivi. La boutique est ouverte. Bonne pêche à vous et bonne saison. Ciao.